Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Et oui, c'est déjà notre deuxième semaine de preview et c'est la fin des previews puisque quand vous écouterez ce podcast, ce mardi, ce sera le début du grand Barnum de la NBA, de tous les matchs. Et pour faire cette nouvelle preview, on vous avait prévu du 9. Vous le connaissez peut-être, j'ai avec moi celui qu'on voit sur Tailgate avec nous, c'est Vince. Salut Vince, comment ça va ? Salut à tous, salut à toutes. Ça va très bien, heureux de rejoindre cette grande aventure du End One. Après Tailgate, effectivement, Yaya, on va plus se lâcher les lundis pour enregistrer et c'est avec grand plaisir que je partage ce podcast avec toi et avec toute la team forcément du End One. Mais oui, plaisir partagé. Allez, aujourd'hui, on va continuer dans nos previews. On fait des previews sur certaines équipes qu'on a envie de voir, sur lesquelles on a plus ou moins des choses à dire, mais qui sont plutôt intéressantes. On va aujourd'hui parler de 3 équipes, un peu comme la semaine dernière. Donc, on va vous les décliner au fil du podcast. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes de streaming. Mettez-nous des 5 étoiles pour remonter au classement. Il y a beaucoup de podcasts, donc n'hésitez pas à nous donner de la force et ce sera avec grand plaisir. Venez discuter avec nous sur le Discord communautaire à Lego. Ça fait toujours plaisir. Et puis après, sur les réseaux sociaux, venez parler avec nous. Vous suivez les équipes de TFA et avec ça, on va pouvoir faire quelque chose tous ensemble. Ouais. Pour répondre à vos questions, effectivement, si vous avez des interrogations ou juste des idées, des questions vis-à-vis de nous-mêmes, de la team aussi, de l'organisation, il n'y a pas de problème. On est là. Exactement. Allez, on va commencer tout de suite avec la première équipe sur laquelle on va se pencher. C'est une équipe qui, l'an passé, a fait 27 victoires, 55 défaites. Une équipe où ça a été assez compliqué, ma foi. Mais on attend beaucoup cette saison, c'est les Memphis Grizzlies. L'an passé, entre suspension de leur star Ja Morant et blessure, des trades à tire-larigot, ça, on va dire, un peu tanké, voire beaucoup. Toi, Vince, qu'est-ce que tu attends de cette équipe de Memphis ? Déjà, j'attends de la stabilité. Ça fait plusieurs années maintenant où on a une équipe des Grizzlies qui est très, très instable, très aléatoire, on va dire, mais même pas d'une année sur l'autre, c'est vraiment d'un match à l'autre. C'est-à-dire que c'est absolument pas un choix de match. Hein. On s'entend bien, hein, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais effectivement, les tensions dans le vestiaire, les tensions chez les dirigeants, dans les coachs, ça s'est ressenti un peu tout le long de l'année dernière. Et cette fameuse suspension de Ja Morant a fait vraiment tâche dans une saison déjà très, très terne. Donc, on attend de la stabilité. Avant tout, moi j'avoue que les Grizzlies c'est une équipe, j'ai pas d'équipe phare en NBA que je supporterai tout le temps, mais on va dire que les Grizzlies, ce côté grinta des Grizzlies m'a beaucoup fait plaisir à un moment donné. J'adorais ce côté jeu rude, jeu un peu costaud, jeu un peu à la East Coast alors qu'ils étaient côté Ouest. C'était assez rigolo, mais oui, mais ça, tu parles d'un temps, voilà. Pas si vieux que ça, 10-15 ans. Oui, c'est ça. C'était la fameuse équipe. Marc Gasol. Ouais, Marc Gasol, Zach Randolph, Mm. Mike Conley et Mike puis Conley, Tony Allen. Exactement. Voilà, Tayshaun Prince qui était au tout début de cette aventure. Oui, c'était le fameux grit and grind. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. C'était une équipe qui était très sympa à aller voir. Ils sont allés d'ailleurs jusqu'en finale de conf. Oui. Et après, l'équipe a un peu explosé au départ de Marc Gasol et de Zibo. Au point d'être en deuxième de draft et de sélectionner Ja Morant. Et depuis, ça a fait passer un step quand même. Oui, mais bien sûr, Ja Morant a fait passer un step. Après, est-ce qu'il arrivera à garder les épaules assez solides et assez fortes pour soutenir un peu le poids de cette équipe et le poids de la pression qu'il a sur lui? Parce qu'on l'attend au tournant, le bonhomme, on sait qu'il a des pétards dans les jambes. Il arrive toujours à sauter, il arrive toujours à junker. C'est une machine à highlight, le mec. Au basket, c'est très important parce que
on regarde beaucoup les résumés, là, les résumés de 2-3 minutes, et donc les highlights, c'est primordial au basket, beaucoup plus que dans n'importe quel autre sport américain. Donc pour l'image de la franchise, c'est très important. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à se canaliser, le bonhomme? Je l'espère, vraiment, parce que il a tout ce qu'il faut en qualité, et j'aimerais vraiment le voir performer comme il a pu le montrer. Je pense que tu es d'accord avec moi, Yaya. Le voir performer quand il est serein, quand il est fort comme il l'a été il y a 2 ans, c'est quand même quelque chose de magnifique à voir, quoi. Totalement. Pour moi, en fait, c'est le joueur à suivre dans cette saison, parce qu'en fait, ça va être le joueur qui va te faire monter ton plancher dans cette équipe. L'an passé, il a joué que 9 matchs, quoi. 9 matchs. Tu peux pas. Après, moi, il y a aussi une autre chose, c'est, je me pose la question, savoir si du côté de Memphis, alors ok, il a un beau contrat, il a été re-signé il y a quelques années, après, mais depuis, il enchaîne un petit peu les frasques extrasportives. Alors, il y avait eu déjà dans un premier temps l'affaire avec un lycéen, ensuite il a sorti un flingue une première fois, il a récidivé sur une vidéo Instagram. Moi, il y a des choses sur lesquelles, tu vois, je me dis construire quelque chose autour de lui, c'est compliqué, surtout que quand tu as des joueurs, pour moi, qui ont eu des trophées. Alors, lui aussi, il a eu un trophée de rookie de l'année. Mais moi, je pense, tu vois, typiquement à Triple J, Jaren Jackson Jr., qui est un joueur de l'ombre et qui mène cette équipe et lui fait monter drastiquement le plancher. Quand il est en santé, c'est le joueur le plus important pour moi du côté des Grizzlies. Ja Morant Oui, fait gagner les matchs. Excuse-moi, je te coupe. Ja Morant fait gagner les matchs. Lui, il fait en sorte que Ja Morant soit en position à la fin du match. non, mais c'est vrai, c'est exactement ça, tu as complètement raison. On va pouvoir citer aussi, tu cites Jaren Jackson Jr., mais Desmond Bane aussi a son impact dans cette équipe. Totalement. Il est quand même assez costaud et assez fort sur ses épaules aussi pour aider à porter cette équipe. Mais comme tu l'as dit, là on parle des 3 plus gros contrats en fait de la franchise. Donc c'est aussi normal que ce soit ces 3-là qui portent l'équipe. Derrière on notera Luke Kennard qui quand même est pas mal en ce moment, à voir comment ça va se monter. Marcus Smart, c'est un peu l'incertitude pour moi. Ben, Même la question un peu de savoir ce qu'il fait vraiment dans ce roster encore. En fait, les deux joueurs que tu viens de citer, Kennard et Smart, j'ai l'impression que ça va être ou des joueurs d'appoint pour ces deux-là. Ouais. Parce que surtout Luke Kennard, qui est un joueur dont tout est basé sur l'adresse. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment comme tu disais, c'est du joueur qui est capable de venir. Voilà, il arrive, il fait ses 10 minutes, il met ses points où il les met pas, mais en fonction, il continue son match ou pas, quoi. Exactement. Et puis, Marcus Smart, qui est déjà dans les rumeurs de trade. Ouais. En fait, la question, c'est est-ce que le trio qu'on a cité en début d'intervention sur eux, est-ce que ce trio va pouvoir jouer suffisamment de matchs? Parce que, juste une chose, hein, Desmond Bane, l'an passé, c'est 42 matchs. Ouais, et t'as besoin d'eux, quoi. 42 matchs, c'est la moitié de la saison. Et le pire, c'est qu'ils sont pas vieux, hein. Bah oui. C'est ça le problème, c'est qu'en plus ils sont pas vieux. Donc oui, je pense que la franchise a envie de construire avec ces 3-là. La franchise a envie d'avancer. Mais moi, ce qui me fait aussi un peu peur, je sais pas, mais quand on regarde un peu comment ça se passe dans les autres franchises, quand tu as un joueur comme Ja Morant, souvent les joueurs ils ont envie de venir jouer avec lui. Là, il est dans un tel bourbier extra sportif qu'ils n'arrivent même pas à recruter effectivement de grandes stars. Alors Memphis, c'est pas une grande ville, c'est quand même pas une grande place qui attire les joueurs comme peut l'être New York, Boston ou Los Angeles. Mais pour autant, quand tu as un joueur comme Ja Morant,
normalement, tu as un peu envie de venir. Comme par exemple, un Wemby attire les joueurs à San Antonio. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait désir de venir jouer avec Wembanyama. Là, j'ai pas l'impression que ça soit le cas avec Ja Morant. Je pense que ces phrases extrasportives qui sont pour beaucoup. Mais Pas que, je pense. Pas que. Ouais, il y a un alors, côté un peu individualiste. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Alors, je vais pas aller jusque-là, individualiste, parce que je suis pas suffisamment fan pour regarder H24 Memphis. Moi, si tu veux, il y a un truc, c'est que déjà, effectivement, moi, il y a tu l'as dit, la ville de Memphis n'attire pas. Alors, le vrai truc quand tu habites à Memphis, c'est que au moins, tu vas pas dans l'hôtel hanté où vont toutes les équipes adverses. Hein, déjà, c'est une première chose. Donc, mais blague mise à part, c'est un microcosme, la NBA, où tout se sait, où le moindre truc se sait. S'il n'attire pas des joueurs, c'est peut-être qu'il y a un truc derrière. Je ne sais pas, je prêche dans le vide, hein, je ne sais pas. Mais moi, en fait, c'est un joueur qui, tu l'as dit, qui était un pétard ambulant, qui a fait un début de carrière fabuleux. C'était un petit peu celui qui devait être la face de la franchise, et les frasques extrasportives sont sorties. Au point, enfin, il a toujours sa signature Shoes. Bon, on va voir. Après, est-ce que c'est un bon coéquipier? Je ne le sais pas. Le truc, tu vois, c'est que, encore une fois, je reviens là-dessus. Cette année, ça va être une année décisive pour eux. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans le roster, ça a un peu stagné. T'as pas fait de gros ajouts. Surtout que, en fait, quand tu es Memphis, pour augmenter ton effectif, tu peux pas compter sur la free agency. Pourquoi? Parce que tu l'as dit, les joueurs veulent pas forcément venir. S'ils viennent, c'est pour une équipe qui peut gagner. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le roster, il n'a pas assez augmenté en termes de qualité pour pouvoir être un vrai contender. Ils peuvent être contender pour le play-in, voire pour les playoffs, mais on reste quand même sur la conférence Ouest. C'est-à-dire que c'est la foire d'empoigne. Ça veut dire que l'an passé, il fallait je crois qu'à 49 victoires, c'était 6e, quoi. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Là, tout ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est-à-dire que là, l'intersaison n'est pas très encourageante, et en plus de ça, ils vont devoir se baser sur essayer d'atteindre les 50 victoires pour essayer d'avoir une chance en playoff, parce que un spot en playoff à 50 victoires, tu l'auras quasiment maintenant, ou au moins en play-in, mais après une chance, c'est encore différent, parce que bon, tu te tapes le premier de conférence, ça va être un peu compliqué. Donc Ouais. bon, c'est Moi, c'est pas fifou, comme dirait quelqu'un de la team NFL, hein, ouais. Non, mais mais l'avenir n'est pas hyper radieux du côté du Tennessee. ouais. Et puis en plus, bah, tu vois, moi je vois pas un Tyler Jenkins, le coach, faire quelque chose pour pouvoir maximiser son effectif. Quel sera son poids là-dedans? Je sais pas. Ouais, moi j'ai hâte quand même de voir ce qu'ils vont faire, parce que c'est une équipe qui, malgré tout ce qu'on a dit, on a dit beaucoup de choses négatives, peut nous surprendre. Et j'ai hâte que le trio dont on a parlé, surtout Desmond Bane, j'aimerais bien qu'il prenne l'équipe sur ses épaules plus que Ja Morant. Et je pense que s'il y a accro, on va dire, à la mi-saison, avant le All-Star break, il y a des joueurs qui soient sur le départ. Après, je veux pas être non plus hyper pessimiste, effectivement, et rassurer les fans des Grises, hein. Il y a un monde où tout se passe bien, et où Ja a un entourage qui le canalise un petit peu plus, et où il se focus basket, et où ça peut vraiment fitter, quoi, hein. Les trois là ensemble, c'est les trois postes un peu clés, hein, Oui. point guard, strong guard et 4-5. Ouais. C'est les postes clés, c'est la colonne verticale de ton équipe. Si ça fit, ça peut marcher aussi. Attention, hein, on n'est pas complètement négatif. C'est juste que je pense qu'il y a comme moi, on y croit moyennement. On aimerait y croire, mais on y croit moyennement. Enfin, moi, en tout cas, Après, moi,
Enfin, moi, personnellement, je sais qu'il y a un joueur que je prendrai tous les jours dans mon équipe, c'est Jaren Jackson Jr. Mais bon, bref. J'aime beaucoup ce joueur. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Après, il fait beaucoup de fautes très vite. Il a une propension à prendre des fautes. Mais sinon, c'est un sacré joueur. Tu les vois où, toi, les Grises, justement, pour conclure? Aux portes du play-in. Ouais. 18. Ok. Ah, dans le play-in, toi. Okay. Entre 10 et 8, ouais. Ouais, enfin, il y a quelques incertitudes, on va en parler avec les équipes d'après, mais surtout une à l'ouest, mais il y a quelques petites incertitudes, on va voir comment ça va fitter un peu dans d'autres équipes, mais si ça fit quand même, ça peut marcher. Hein. Après, encore une fois, tu l'as dit, si ça marche pas au All-Star Break, ça peut exploser en vol. Ok. Et avoir la contrepartie qu'il risque d'avoir avec Marcus Smart. Effectivement, tu l'as dit, Marcus Smart, c'est la monnaie d'échange ultime, ouais. Voilà, c'est la monnaie d'échange. Si Ja est en forme et s'il arrive à faire une belle saison assez complète, il n'y a pas de raison qu'il garde Marcus Smart en backup. Marcus Smart mérite d'être titulaire dans d'autres équipes, il pourrait l'être, donc pourquoi pas. Ouais, moi, je le vois plutôt, tu vois, renforcer un contender en role player de luxe. Alors, c'est un contender, ouais. Pourquoi pas. Ah bah, de toute façon, aujourd'hui, s'il y a un trade, c'est un contender qui le fera, hein, pour Marcus Smart. Ok, on va voir, ouais, peut-être ou alors plutôt dans le fond de division, mais bon, je sais pas, on verra. Ouais, je sais ce que tu veux. Je pense pas que ça arrive. Toi, tu voudrais Marcus Smart aux Spurs? Avant l'arrivée de Chris Paul, oui, je pense que ça aurait pu fitter, ça aurait pu l'aider, et puis ça aurait pu permettre un peu d'avoir une durée. Maintenant qu'il y a Chris Paul, c'est un peu moins évident, sachant qu'en plus ils ont recruté des meneurs à la draft, donc j'y crois plus, mais avant l'arrivée de Chris Paul, je me suis dit pourquoi pas. Maintenant qu'il y a Chris Paul et que Lob City va s'établir, bon. C'est plus trop le fit, je pense. Ok. C'est ah ben on verra qui aura raison. Allez, deuxième équipe, on enchaîne. Une équipe qui a 51 victoires, 31 défaites. Quatrième à l'ouest, mais sortie au premier tour. Toujours des problèmes de blessures, toujours. C'est une équipe qui déménage, mais reste à Los Angeles, dans cette nouvelle salle. C'est les Clippers. Les Clippers qui ont fait des ajustements dans leur effectif. 2 joueurs iconiques sont partis. Paul George est parti du côté de Philadelphie. Westbrook est parti du côté de Denver. Mais on garde Kawhi. Bon, Kawhi déjà blessé. On récupère à nouveau Nicolas Batum, qui devait finir sa carrière à Philadelphie, mais bon, il revient pour une dernière danse. Et surtout, James Harden, l'arrivée de l'an passé, où un trade qui nous avait pris complètement au dépourvu, qui avait été très très chaotique à se mettre en place, mais une fois que ça a été mis en place en saison régulière, qu'on soit bien d'accord, ça a plutôt bien tourné. Toi, par rapport aux Clips, comment tu les vois? Moi, j'ai du mal. Ah ben les Clippers, ce qui serait intéressant à regarder cette saison, ça sera leur nouvelle salle, quoi. Wow. Non, je suis assez méchant, non. En fait, c'est-à-dire que j'ai de plus en plus de mal à croire à cette franchise parce qu'ils ont mis vraiment énormément de paquets pour y arriver avec justement Kawhi, Harden, Westbrook et Paul George l'année dernière, et puis ça n'a pas fité, ça n'a pas marché. Les problèmes de blessures. Moi, j'ai l'impression que le propriétaire est trop passionné. C'est peut-être bête à dire, hein, mais il est trop passionné. Ouais, Ballmer, il joue trop sur l'instant, trop sur le moment, il prend pas le temps de la construction et il a envie de gagner tout de suite. Cette nouvelle salle, elle est fabuleuse, elle est magnifique. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous conseille d'aller les regarder. L'28 Dome, c'est quelque chose d'incroyable. Los Angeles, là, ils sont mis quelque chose de fou là. Maintenant. À Inglewood, hein, où jouaient les Lakers, et même eux aussi, une partie, le forum d'Inglewood. Ouais, c'est là-bas, le Great Western West. Ouais, ils reviennent. Exactement, tu as raison, c'est un peu un retour de source pour les Clips. Après, cette équipe, elle a quand même du talent, il faut quand même le dire. Leonard, Harden, ça reste
un top défenseur, un top attaquant. Maintenant, est-ce que ça va vraiment fitter entre les deux? Est-ce que les deux vont arriver à jouer pleinement leur saison? Est-ce qu'ils seront épargnés par les blessures? J'ai envie de dire j'espère, parce que bon, déjà, je déteste voir un joueur blessé, c'est pas quelque chose que j'aime. Et en plus de ça, je pense que cette équipe a quand même tout pour y arriver et pour arriver à avoir un bilan plus que positif. On va passer Léonard Derden, mais il y a quand même Ivica Zubac. Il est souvent critiqué, mais il fait quand même beaucoup le taf au milieu. Il prend pas beaucoup la critique. De manière générale, en fait, il est critiqué parce qu'il est soit pâteau, soit il récupère pas assez les ballons, il en loupe beaucoup. Mais moi, je trouve quand même qu'il fait du bon boulot. Il est présent au rebond, il est présent aux fondamentaux qu'on demande à un intérieur. Alors oui, c'est pas un intérieur shooter à 3 points, les nouveaux intérieurs, mais ça reste important. PJ Tucker reste un élément quand même qui peut être important, ça dépendra un peu des matchs malheureusement. Et après, tu as Nicolas Batum qui revient pour une dernière danse, comme tu l'as dit. J'ai vraiment envie que ça marche pour lui. J'ai pas envie de le revoir se faire trader un peu comme il y a un an à l'arrivée de James Harden. J'espère que ça n'arrivera pas parce que là, il a vraiment signé son contrat de 2 ans pour finir à LA. Il a envie de le faire et il a envie de le faire pour Tilou, donc le coach. Donc j'espère vraiment que ça va fitter comme ça. Après, la profondeur de banc me fait un peu peur. Je l'admets, je le reconnais. Et voilà, le poste 2, c'est un peu faiblard. Après, à part James Harden, pour moi, qui est pour moi un petit peu trop vieillissant. Encore une fois, individualiste. Moi, j'aime pas ces côtés très ces joueurs très individuels. Ça va être, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Mais voilà. Je sais pas ce que tu en penses toi, hein, mais j'ai peur. J'ai quand même un peu peur pour. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les Clips, ils sont, c'est l'équipe maudite par excellence. C'est-à-dire que ils font venir un duo au départ de ce projet. Enfin, ils finissent le projet Chris Paul, enfin Lob City, tu en as parlé, et ils se lancent sur un nouveau projet avec Kawhi et Paul George. Et les deux, on peut pas dire que ça a fonctionné. Ils auraient dû jouer en haut et à chaque fois en haut de la ligue. Et à chaque fois, il y a toujours eu un souci. Là, cette année, exit Paul George, exit Westbrook. Westbrook qui a fait du bien, cette équipe, qu'on s'entende. Ça a été, il a servi beaucoup, surtout en acceptant un rôle sur le banc. Ce qui n'était pas, c'est à partir du moment où il est passé sur le banc que il a fait pour l'équipe. Et je pense que ça a redoré son blason auprès des médias. Mais derrière, je suis d'accord avec toi. Là, ils perdent des joueurs sans grosse contrepartie. Tu pars avec James Harden qui a 35 ans. C'est le même âge que Nicolas Batum, mais c'est pas le même salaire. C'est pas le même impact non plus, mais. Ouais, tu parlais de PJ Tucker. PJ Tucker, il était cantonné au banc depuis quelques années. L'autoproclamé LeBron Stopper. Et je suis d'accord avec toi. Celui qui a la clé pour moi, c'est Ivica Zubac. Il peut amener quelque chose à cette équipe qu'il n'y a pas trop ailleurs. Et après, il y a des joueurs type Derrick Jones qui vont devoir se montrer. Il y a des joueurs qui vont plus pouvoir se cacher, ils vont devoir montrer si c'est des joueurs de haut calibre NBA. C'est-à-dire que est-ce que c'est des joueurs qui sont des role players ou alors qui peuvent être autre chose. Et je pense que c'est ça qui va être l'ADN de cette équipe. Ça va être des joueurs qui vont être un peu revanchards. Je parlais de Derrick Jones qui était au Mavericks l'an passé. Il y a Terrence Mann qui a beaucoup à prouver encore, parce que l'année dernière, ça se marchait un peu sur les pieds. Bon, je suis assez impatient. Et moi, il y a une chose qui me stupéfait quand même avec cette équipe, c'est que on est plutôt nombreux à se moquer de Tyronn Lue, mais tu as beaucoup de joueurs qui veulent jouer pour lui. Et moi, c'est quelque chose, finalement, ça me force le respect, parce que, ok, quand il est arrivé dans la ligue, il a été champion NBA avec Cleveland, et tout le monde a dit que c'était LeBron qui coachait. Maintenant, il est arrivé du côté des Clippers, il arrive toujours à attirer des joueurs et à faire quelque chose avec ses effectifs où
il manque toujours des joueurs. Ouais, moi je pense humainement, ça doit être quand même quelqu'un parce qu'effectivement, ils se battent tous pour lui. Hein. C'est vraiment l'âme un peu de cette équipe en fait au final. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit quand il est pas là au match, quand il est absent, quand il avait eu ses problèmes de santé, c'était lui ou sa femme, je ne me souviens plus. Ouais. Mais ça, l'équipe, les résultats de l'équipe en pâtissaient tout de suite. Hein. Pour être complet par rapport à ce que tu disais, moi je vais quand même avoir un œil en plus dessus sur Cam Christie, le rookie qu'ils ont drafté. Je vais avoir un œil là-dessus, mais un œil assez, on va dire, critique, parce que j'aimerais voir comment ils vont l'utiliser dans la rotation. J'ai peur qu'il n'ait pas beaucoup de place et beaucoup d'impact dans cette rotation-là, avec encore une fois ce James Harden qui est très volumineux en termes de présence. Je vais faire un aparté, mais moi je pense pas que le trade de l'année dernière de faire venir Harden alors que tu as un Westbrook qui commençait à s'épanouir dans cette équipe, c'était la meilleure chose à faire. Je suis pas... Enfin... On n'en saura jamais. On ne saura jamais s'ils auraient fait mieux ou pas. Ouais. Alors moi, ce que je sais, c'est que du côté de Philadelphie, d'avoir tradé James Harden, ils étaient contents. Voilà, eux, ils étaient contents. Ils sont débarrassés de lui et son gros salaire. Mais à côté de ça... Ils étaient contents d'avoir récupéré Batum l'année dernière. Attention aussi. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après... force est de constater que les deux ont fini au premier tour. Oui. Quoi. Voilà, donc... non, moi, il y a un joueur que j'ai vraiment envie de voir exploser parce que c'est un gamin qui n'a jamais eu vraiment sa chance. Et quand il a eu, et on ne peut pas dire qu'il l'ait saisi, c'est Mo Bamba. Mo Bamba, pour moi, c'est une énigme. Il était... pour moi, c'est le joueur typique où... les joueurs ne sont plus développés à la fac et au bout d'un an, parce qu'ils étaient des bons lycéens, ils partent dans la ligue, mais ils n'ont pas appris le métier. Ouais. Et enfin voilà, Mo Bamba, ça devait être le joueur qui devait faire quelque chose du côté de Orlando. Il n'a rien fait. Il arrive aux Lakers, il n'a rien fait. Et là maintenant, il arrive aux Clips. J'ose espérer qu'en doublure, il aura un petit peu de temps de jeu et que maintenant, il a 26 ans, ça fait plusieurs années qu'il est dans la ligue, qu'il fasse autre chose que du banc. Et moi, j'ai hâte de suivre ce que peut faire ce joueur. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Là, il a quand même une carte à jouer parce qu'il est vraiment en doublure en centre pur et dur. Il n'y en a que deux. Hein. De toute façon, il y a Zubac chez lui. Hein. En centre pur et dur. Après, il y a des point forward qui peuvent jouer centre aussi. Hein. On parle à PJ Tucker peut jouer 5 dans un small ball. Hein. C'est totalement jouable. Donc voilà. Ouais, alors bon, moi je trouve. Moi non plus, j'aime pas, mais ça se fait. Oui. Alors après, je pense que le problème de ça, c'est que quand tu es. Enfin bon, bref, l'objet n'est pas de parler de skills ball, mais voilà. Ok, bon, ça marche pour moi. Toi, tu les vois où, les Clips? Ouais, je les vois quand même dans le playoff, moi. Tu les vois dans les 6? Mais limite. Okay. Mais oui. On va dire entre 7 et. Ouais, 7 et 5. Ouais, c'est entre 7 et 5. 7, 6, 5. Ouais, donc, ok. Toi, tu les vois directement. Encore. Ok. Moi, je vois où, toi? J'ai peur qu'il soit plutôt play-in pour la simple. En fait, on ne connaît pas la durée d'indisponibilité de Kawhi. Et tant que Kawhi n'est pas sur le terrain, il y a un trou. Hein. Ouais, parce qu'en fait, à part s'il y a un joueur qui sort de nulle part, et ce qui est possible en NBA, je ne vois pas comment peut être remplacé les points de Kawhi et son impact des deux côtés du terrain. Parce que les points, il faut qu'il ait une défense aussi. Hein, donc, même s'il ne marque pas, des fois, il y a le meilleur défenseur sur lui. Enfin, le meilleur défenseur, il est souvent sur Harden, mais le meilleur défenseur intérieur sur lui. Donc, ouais, mais si tu veux, c'est. Son absence manquera, ça c'est évident. Ouais, les dernières campagnes de playoffs, c'est quand il se blesse que ça tourne. Bah oui, bien sûr. Et pourtant, il y avait du matos à côté, quoi. Donc moi, j'ai peur que, tu vois, ça glisse sévère 9-10, tu vois. Moi, donc tu les vois au même niveau que. Oh ouais, non, mais c'est pas les. Oui, que les Grizzlies, donc.
Moi, les Grises, je les vois encore un peu en dessous. Mais moi, je vois d'autres équipes leur passer devant. Ok. Je vois d'autres équipes qui étaient, tu vois, typiquement, je vois les Kings au-dessus. Moi, c'est une équipe des Kings, tu vois. On n'a pas prévu d'en parler, mais il y aurait à dire là. Ouais. C'est bien cette équipe. Ouais, totalement. On en a parlé la semaine dernière. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Ouais. Donc voilà. Bon, écoute, on verra. Dernière équipe sur laquelle on va parler. On va aller prendre l'avion. On va aller du côté du Wisconsin. On va aller parler de nos amis des Bucks. Alors, les Bucks, c'est une équipe. J'ai beaucoup de mal à les lire. Donc, l'an passé, ils sont partis. Je t'es pas le seul. Hein. Adrian Griffin, ils font 49 victoires, ils terminent 3e, et patatras, Yanis absent au premier tour, ils se font sortir. Bon, surtout qu'ils avaient changé le coach en milieu de saison, exit Adrian Griffin, soi-disant que c'était avec l'aval de Yanis, et là, qui c'est qui arrive? Doc Rivers. Bon. L'an passé, il y a eu gros trade pour faire venir Damian Lillard. Donc, on a fait partir Jrue Holiday, qui du coup s'est retrouvé à Boston et est devenu champion. Bon, ça fait beaucoup de choses. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que Damian Lillard, Yanis, ça fait le job? Est-ce que ça peut faire le job? Toute la NBA se pose la question. Vous les suiveurs de la NBA, alors sur le papier, bien sûr que ça peut. Sur le papier, c'est deux fabuleux joueurs. Un en plus qui est très axé sur la défense également. Donc, en parlant de Giannis. Maintenant, ça va être un peu comme les autres équipes. Ça va beaucoup dépendre de la présence de Giannis, parce qu'on l'a vu. Pour moi, la présence de Damian Lillard est moins importante et moins vitale que celle de Giannis. T'enlèves un Damian Lillard, à mon sens, l'équipe peut tourner, peut fonctionner. T'enlèves un Giannis, elle est complètement déséquilibrée. Je dis pas que ça marchera aussi bien sans Lillard qu'avec, mais je pense que Giannis est quand même beaucoup plus important, et on l'a vu lors du premier tour de playoff l'année dernière. Lillard, moi c'est Lillard que j'ai du mal à lire. J'arrive pas à savoir si ça va fitter dans cette équipe-là. Il avait fait des bonnes saisons quand même à Portland avec ce fameux Dame Time, hein, il faut bien le reconnaître. C'est un meneur de jeu en plus qui a une percussion assez forte, qui profite énormément des blocs de ses intérieurs, et donc la présence de Giannis et de Brook Lopez l'aide énormément à pénétrer dans cette équipe-là, donc ça c'est quelque chose qui le sert, et on sait très bien que c'est un joueur qui, une fois qu'il a mis sa pénétration en place, arrive beaucoup plus à prendre ses shoots à distance, à 3 points, tout ça. On le voit, hein, son fameux Dame Time, c'est pas pour rien, c'est parce que les shoots à 3 points, il les prend principalement en fin de match plutôt qu'en première mi-temps. Hein. Il aime se mettre en chauffe, pénétrer pour après aller prendre ses tirs à l'extérieur. Donc ça peut marcher. Il y a tout qui peut marcher avec ces joueurs. C'est des joueurs de telle qualité, tellement athlétiques, tellement costauds, tellement forts, tellement puissants mentalement. Ça peut marcher. Giannis est un joueur total, autant offensif que défensif. Il arrive à cocher un peu toutes les cases, et moi c'est un joueur que j'adore voir jouer, que je trouve vraiment fort. Et en plus ils sont bien épaulés, il faut bien le dire aussi. On va citer Chris Middleton, on va citer Brook Lopez, on va citer Bobby Portis, qui sont quand même loin d'être des pipes, on va dire. Donc voilà, c'est quand même des gros faire-valoir. Après, tous ces gens-là que j'ai cités, c'est 29 ans minimum. Donc l'équipe commence à se faire vieillissante, et il va falloir gagner assez rapidement. Ouais. Le trade a été fait relativement tard l'an passé, hein, c'était dans le mois d'août de mémoire. Est-ce que c'est pas un genre de panic move parce que la fenêtre de tir se referme? Parce que tu parlais de l'âge, mais est-ce que
est-ce que pour toi, tu penses pas que c'est justement ça, qu'aujourd'hui, la possibilité d'aller chercher un titre, ils l'ont un petit peu laissé passer, quoi. Je ne sais pas s'ils l'ont laissé passer, mais en tout cas, Lillard, quand tu additionnes Lillard à un roster, normalement, tu te dis que tu vas forcément t'améliorer. Après, ils ont perdu un joueur de fou, Jrue Holiday du côté de Portland, qui après est allé aux Celtics. Et d'ailleurs, tout le monde dit que le vainqueur de ce trade de Lillard à Milwaukee, c'est bien les Celtics. Donc voilà. Clairement. À mon sens, je ne sais pas s'ils ont laissé passer la fenêtre de tir parce qu'ils ont quand même un effectif qui, pour moi, pourrait jouer le titre l'année prochaine. Ils n'ont pas la jeunesse pour ça. Ils n'ont plus la jeunesse. Il va falloir commencer à écouter un peu les corps, à les économiser, et c'est ça qui est compliqué aussi, surtout dans des joueurs qui sont hyper compétiteurs comme ça, qui chassent un peu les records aussi. C'est un peu compliqué, quoi. Parce que moi, en fait, pourquoi je te pose cette question, c'est que déjà, au niveau du coaching, tu vois, quand tu vas aller chercher un titre, c'est compliqué avec Doc Rivers. Ok, il sort toujours sur son titre de 2008, mais depuis, c'est beaucoup de la vague est haute, parce que pour surfer depuis 2008 sur la vague. Ah ouais, non, mais là, c'est Bellara. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au Pays Basque. C'est une vague au Pays Basque. Non, mais moi, à côté, ce que je veux dire, c'est que tu vois, ils sont un peu mis dans la mouise parce qu'ils ont re-signé Chris Middleton 33 millions, Brook Lopez 20 millions. Et pour quel résultat, tu vois? Moi, j'ai peur qu'en fait, à vouloir donner la prime aux champions, c'est très bien. Mais du coup, ils sont bloqués pour plusieurs années. Ok, t'as Yanis à 48 millions et comment il s'appelle et Damian Lillard, pareil, à 48 millions. Ok, les caps augmentent un peu tous les ans, mais tu te prends des joueurs, tu l'as dit, plus de 30 ans. Je trouve que c'est jeune, mais pour le sport, c'est un peu long. Et une équipe NBA, une saison NBA, c'est 82 matchs, c'est des déplacements tout le temps, tous les 2 jours. C'est des corps, je suis d'accord avec toi, les corps sont meurtris dès la première semaine. Et tu as des joueurs qui, pour moi, c'est compliqué d'aller chercher un titre. Tu vois, Brook Lopez, il y a 5 ans, je t'aurais dit oui. Là, aujourd'hui, il a un 36. Il amène plus ce qu'il faisait. Et Chris Middleton, surtout depuis sa blessure, Chris Middleton. Ouais, c'est un peu l'ombre de lui-même. Oui, et surtout que c'était un joueur qui, oui, t'amenait beaucoup de points, mais t'amenait surtout de la défense. Aujourd'hui, et surtout, s'il amenait du scoring, il faisait de la place pour Yanis. Et aujourd'hui, Yanis, il est obligé de tout faire tout seul. Yanis Antetokounmpo. Donc, il est obligé de faire beaucoup. Et il va se retrouver, tu vas te retrouver avec ta star frustré parce que tu as ses copains qu'il faut payer, mais du coup, tu peux pas avoir du 109. Ça manque de 109 cet effectif, j'ai l'impression, tu vois. Ça manque de 109, ça manque de rookie. Le A.J. Johnson, on va voir ce que ça va donner, mais c'est un garde donc qui va vivre dans l'ombre de Lillard et d'A.J. Green, donc je sais pas trop ce que ça va pouvoir donner. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, Yaya, là-dessus. La fenêtre de tir pour aller chercher quelque chose, tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'elle est passée? Je sais pas. En tout cas, ils ont une équipe qui, sur le papier, est belle. Est-ce qu'ils arriveront à économiser les corps pour y aller? Maintenant, il faut pas oublier autre chose. C'est que eux, ils sont un peu restés au même niveau. Quand je vois que les autres, pour moi, ils se sont un peu améliorés, quoi. Donc, un peu beaucoup. Quand je vois qu'à côté, rien que dans la conférence, pour être champion de conférence, il va falloir battre les Celtics, qui restent quand même très très forts et très denses. Mais c'est l'équipe à battre. C'est l'équipe à battre. Qui est l'équipe à battre, parce qu'en plus ils sont champions, donc forcément c'est l'équipe à battre. Mais il y a New York qui s'est bien renforcé. Orlando, attention, Orlando cette année avec tous les jeunes, là ça va courir de partout. Les vieux, je sais pas s'ils arriveront à leur courir après, à les rattraper comme ça. Donc voilà, à voir, je sais pas, mais bon, j'ai un peu peur que ça soit un peu passé, quoi. Vous remarquerez que j'ai pas parlé de Philadelphie, mais bon. Oui, on connaît. T'as un amour immodéré pour eux. Non, mais même dans leur division, tu vois, Indiana,
ça peut être. Alors moi, je pense qu'ils sont mais oui. Je pense qu'ils sont encore au-dessus parce qu'ils ont le meilleur joueur. Mais si tu veux, la doublette intérieure Miles Turner avec avec Pascal Siakam, s'il joue en 4, Siakam, face à Yanis Brook-Lopez. Ah ben ils vont les faire bouger. Hein. Voilà, la balle, elle arrête pas de bouger, donc forcément. Et t'as Tyrese Haliburton qui est un sacré meneur. Après, moi j'aime pas parce que c'est des rivaux historiques. Mais à côté de ça, tu vois, même Cleveland est une équipe qui est intéressante à suivre. On va voir ce que ça va donner cette année, mais ça va être à suivre. Et moi, il y a une chose où je me dis que Milwaukee, ça va être compliqué. Si tu dois faire des ajustements dans ton roster, t'as qui de disponible à transférer? C'est ce que je me faisais la réflexion tout à l'heure quand j'ai travaillé un peu pour une mission, j'ai regardé un peu le roster, je me suis dit bon, qu'est-ce que tu envoies en package pour transférer? Parce que non seulement ils sont vieux, mais en plus ils ont des gros salaires. Donc, ouais, à part des tours de draft. Ou alors, mais bon, ça veut dire que tu construis plus rien derrière. Hein. Ouais. Ou alors, faut envoyer à une équipe qui est prête à absorber un salaire et faire un buy-out. Tu vois. Donc, une équipe qui tank. Parce que si tu avais un contrat à peu près correct, mais 31 millions Chris Middleton, tu peux pas le bouger. Ah non, ça semble compliqué. Hein. Comment tu fais pour le bouger? Brook Lopez, il peut intéresser à 23 millions. Il peut intéresser du monde. Tu vois, un contender. Mais ça veut dire qu'il faut que tu peux pas aller renforcer quelqu'un avec qui tu es dans les mêmes eaux. Tu vois? Non, mais c'est sûr, ouais. Et surtout, tu t'appauvris à l'intérieur. À la limite, le seul, tu vois, c'est Bobby Portis, mais il est tellement précieux. Bobby Portis, pardon, je vais arriver à prononcer son nom. C'est un peu le couteau suisse de cette équipe, effectivement. Et on a un peu l'impression qu'il peut jouer en 2-3-4, un peu de partout, et qui peut un peu aider. 3-4-5 plutôt, 3-4-5. Ouais, 5, moi je le trouve un peu léger. Mais tu parlais de small ball, typiquement. Ah oui. Sur des séquences, tu le prends. Ouais, mais tu préfères remettre Giannis en 5 et Portis en 4 dans ce cas-là, sur du small ball. Mais bon, après, sur du small ball, les postes 4 et 5 sont très similaires. Donc, bon, après, c'est juste en défense où ça compte. C'est-à-dire que tu dois mettre tellement d'intensité et de coups que les deux peuvent en mettre. Et Yanis, lui, la différence, c'est qu'il ne se fera pas siffler. C'est pas faux. Ah bah oui, mais c'est l'avantage d'être une superstar. Après, moi, j'ai bien l'impression, au-delà de Milwaukee, que Yanis, son prime est un peu passé. J'espère pas, parce que c'est un joueur superbe que j'adore, moi, donc j'espère pas. Maintenant, bon, force est de constater que l'année dernière, déjà, il était un peu moins, moins dedans, et ça fait 2 saisons, comme tu dis. Ouais, ça fait ça fait 2 saisons, voire depuis le titre, quoi. Tu vois, moi, cette équipe, j'ai l'impression qu'elle a atteint son Graal. Et que depuis, tu vois, il y en a quelques-uns qui ont perdu la motivation. Moi, je pense, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Et que, tu vois, ils se disent, oui, on va enclencher. Et puis, t'enclenches jamais, quoi. Et donc, tu les vois où? Je te pose la question avant que tu me la poses, parce que... Mais malgré tout ça, je pense que dans la conférence, il n'y a pas grand monde qui est supérieur. T'en as cité 2. Moi, je suis pas sûr pour les Knicks, tu vois. Parce que ça va se jouer avec les Knicks, je pense. Moi, je les vois dans le, tu vois, 4-5, tu vois, 3-4-5, 3-4. Ouais, j'aurais dit pareil, 3-4-5. Ouais, et je vois Boston qui est vraiment très très au-dessus et je pense pas qu'il y ait grand monde. Et tu vois, autant les Knicks ont fait des moves pour essayer de battre Boston, autant eux, ils n'ont pas fait de move pour essayer de battre Boston. Donc, non, c'est vrai, t'as raison. Parce que en fait, tu veux le changement dans la continuité. Ouais, mais il n'y a pas eu. Justement, il n'y a pas de changement. En fait. Mais non, je sais. Mais bon. En tout cas, on vous laisse revenir vers nous si pour nous dire ce que vous avez pensé de ces 3 équipes. On est prêt. Hein, c'est ce mardi que ça commence. Avec justement, on parlait de Boston. Un Boston-New York qui va être
de toute beauté, avec les Knicks qui vont tout faire pour gâcher la cérémonie de remise des bagues. Ouais, attention, puis, le match de remise des bagues, souvent il y a des surprises, hein, donc attention. Ouais. Et effectivement, ça sera un match entre gros rivaux quand même, les Knicks et les Celtics. Ben, les bookmakers américains disent que Boston gagne de 5 points et demi. Ouais, c'est quand même assez serré. Après, c'est un début de saison, on sait pas, on verra bien. Hein. Ça fait gros quand même. Hein, Ouais, ça fait 2 possessions, tu me diras. Ouais. Et le deuxième match, le second, c'est les Timberwolves qui vont aux Lakers. Il est beau celui-là. Ouais, et les Timberwolves qui vont vouloir marquer tout de suite leur territoire pour essayer de prendre la conférence. Et les Lakers qui vont vouloir bien débuter leur saison avec et faire un peu passer à autre chose que les discussions autour de LeBron et son fils. Je pense qu'ils en ont marre. Ouais, je pense aussi, mais malgré tout, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs en NBA qui voudront, comme ils peuvent pas se faire LeBron, ils vont se venger sur le fils. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire voilà. J'ai pas réussi sur le papa, mais j'ai réussi sur le fiston. Exactement. En tout cas, on reste. Donc, venez avec nous sur le Discord. On va pouvoir parler et n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour déjà un premier bilan de cette première semaine. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Vincent, à bientôt. À très vite sur la NFL, mais également sur la NBA, et également n'hésitez pas à suivre les articles. En ce moment, c'est les World Series qui vont pas tarder à commencer. New York, les Yankees contre les Los Angeles Dodgers, les deux gros mastodontes à les suivre. Ça va être peut-être les World Series de l'histoire. Est-ce que ça serait pas la Mecque du baseball? Les World Series. Ah oui, non, mais là, les World Series, c'est quelque chose. Aux c'est quelque chose. Le monde va s'arrêter, et surtout que là, c'est deux grosses équipes. Ah oui, là, c'est les deux plus grosses équipes. Hein. C'est vraiment Est contre Ouest. Là, il n'y a pas mieux. Alors attends, les Dodgers, à la base, ils sont de Brooklyn. Donc, s'il te plaît. Bon, allez, passez une bonne journée si vous écoutez en journée, une bonne soirée si vous écoutez en soirée, et à très vite. Allez, ciao. Ciao.